Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Inter-Review, votre émission hebdomadaire de décryptage et de vulgarisation. Et on s'intéresse ce soir à ce qui se passe au-dessus de nos têtes, direction l'espace. Alors qui dit espace dit satellite, c'est le 4 octobre 1957 que l'URSS démarre la course spatiale en envoyant Sputnik 1 en orbite. C'est le premier satellite artificiel de l'histoire. Aujourd'hui, il y a du trafic là-haut. Près de 5000 satellites orbitent autour de la Terre et ils sont environ 3000 à être américains, utilisés à des fins économiques mais aussi et surtout militaires. L'espace est devenu le terrain d'affrontement des superpuissances. Pour en parler ce soir, Manuel Pouchelet, spécialiste des questions internationales et sécuritaire, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous donc ce soir et sur le plateau comme à l'accoutumée Sofiane Baroudi, journaliste Al24 News, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Alors messieurs, sans plus tarder, on le sait, ces satellites servent à beaucoup de choses. Ils ont un rôle important à la fois sur le plan économique, des télécommunications, de la prévision météorologique. On les utilise aussi sur le plan scientifique mais également militaire. Et le premier exemple auquel on pense, c'est bien évidemment le conflit russo-ukrainien. Manuel Pouchelet, depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, les satellites sont utilisés pour s'informer, témoigner ou encore orienter des drones et autres armes de combat. Une véritable bataille se déroule au-dessus de nos têtes finalement. On peut le dire, une véritable bataille. De toute façon, dans les armées modernes, la maîtrise de l'espace est un atout de la puissance et d'expression de puissance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de système d'armes, on ne parle plus de matériel militaire de façon isolée, si vous voulez. Et pour que ces matériels, pour que ces systèmes d'armes fonctionnent, il leur faut être parfaitement interopérables. Ce qui veut dire forcément l'utilisation de la technologie satellitaire. J'entends par là, pour vos téléspectateurs, et orienter la vulgarisation, c'est-à-dire un char qui est capable de parler à un aéronef, qui est capable de dialoguer, on va dire, avec un bâtiment en mer, etc., ou même un sous-marin. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est aujourd'hui incontournable et peu de puissances sont éligibles à ce genre de technologie. Il faut savoir que, par exemple, en France, la numérisation de l'espace de bataille, donc notamment avec l'utilisation des satellites pour pouvoir assurer les télétransmissions, télécommunications et également les décisions et d'aide à la décision au niveau du commandement, sont une technologie relativement récente. Alors, qui dit technologie relativement récente veut dire aussi éventuellement perfectible. C'est ici qu'il y a le point de vigilance au niveau de ces technologies, puisqu'on sait pertinemment que, par exemple, pour l'Ukraine, M. Elon Musk a proposé son système Starlink et en même temps, M. Poutine a quand même les moyens de répliquer avec des systèmes de contre-mesures efficaces. Donc, si vous voulez, le militaire s'est invité au niveau de la technologie spatiale. C'est une manière d'affirmer sa puissance pour les pays qui sont éligibles et croyez-moi, ils sont peu nombreux. Qui dit également maîtrise de cette puissance satellitaire, dit également cursus de formation de haut degré. Peu d'universités peuvent proposer ces cursus de formation, ce qui encore ajoute à la différence. En revanche, les pays qui sont, si vous voulez, qui souhaitent bénéficier de ces technologies se pressent lentement mais sûrement, et pour certains, ils sont encore très dépendants des puissances qui maîtrisent ces technologies, notamment pour éventuellement utiliser ces technologies pour leur propre fin militaire. Très bien. Alors, Sofiane Baroudi, M. Pouchelet vient de l'évoquer, le Starlink, le service d'accès à Internet par satellite du milliardaire américain Elon Musk. C'est ce qui a permis donc aux troupes ukrainiennes de rester connectées entre elles. C'est devenu indispensable pour les militaires. Les technologies Starlink ont changé un petit peu cette guerre, selon vous ? En tout cas, pour le cas du conflit de haute intensité en Ukraine, on va dire que la dimension des connectivités et principalement l'effet Starlink a été vraiment quelque chose de, si vous voulez, d'incontournable. Et il a déjà suscité beaucoup de polémiques parce que après l'utilisation massive de cette technologie qui a été fournie par Elon Musk, d'ailleurs d'une manière qui attire l'attention parce que ça a été fait à la demande du ministre des hautes technologies des TIC ukrainien qui est Fedorov sur Twitter. Et tout de suite après, Elon Musk a répondu et il a fourni ce service-là qui utilise ce qu'on appelle la technologie de la constellation satellitaire et qui permet d'avoir accès à des connexions Internet haut débit un peu partout dans le monde et notamment dans des zones de conflit parce que la première phase, si vous voulez, de l'opération spéciale, l'objectif était d'isoler l'Ukraine en matière de communication notamment. L'objectif a été atteint et le recours justement à la technologie d'Elon Musk a permis
à l'armée ukrainienne de pouvoir, si vous voulez, riposter sur le terrain des connectivités, de pouvoir aussi l'utiliser de manière massive, notamment sur l'utilisation des drones, qui sont devenus un élément très très important de la guerre moderne et qui sont, si vous voulez, dans la guerre en Ukraine ont été surutilisés. Après, Elon Musk lui-même a, si vous voulez, interdit l'utilisation militaire récemment de ce type de technologie parce qu'il y a eu des pressions russes d'un côté, parce qu'il y a aussi, si vous voulez, un marché chinois très important, notamment pour Tesla, et parce que ce qui a été dit, c'est qu'il y a eu des négociations avec le Pentagone et que Elon Musk, ou alors l'entreprise, si vous voulez, SpaceX, voulait être rémunérée parce que c'est aussi très onéreux. Ça permet d'avoir accès à Internet un peu partout, mais ça coûte de l'argent. Et donc, il y a aussi un enjeu économique très important, en plus de l'enjeu, si vous voulez, militaire, parce que ce type de technologie est contrôlé par des privés actuellement. Et ça intéresse aussi des États. D'ailleurs, par exemple, la Chine elle-même est intéressée par la technologie de constellation satellitaire qui est utilisée par Elon Musk, justement. Alors, vous évoquez justement les drones, hein, Manuel Pouchelet. Une des spécificités de ce conflit, c'est justement le rôle prépondérant que jouent les drones. Comment est-ce que la chose s'est configurée sur le terrain? Est-ce qu'on peut parler d'un changement profond des règles de la guerre conventionnelle? Changement profond, non. L'utilisation des drones, si vous voulez, elle s'est invitée, on va dire, dans les années 2000, avec les conflits récents, notamment une utilisation massive en Syrie. Et en même temps, si vous voulez, ça vous permet de faire l'économie de pilotes, mais également de moyens lourds, comme les avions et l'aviation de chasse, qui coûtent très cher, si vous voulez, en termes d'engagement. Donc le drone, c'est pas, il faut se méfier parce que ce n'est pas une guerre low cost. On a également l'utilisation du drone aussi à outrance, vous venez de l'évoquer sur les conflits de haute intensité, mais vous avez aussi par exemple en Israël l'utilisation du drone contre la menace que représente pour eux l'État, enfin la bande de Gaza et puis les activités qui s'y déroulent ainsi qu'en Cisjordanie. Donc si vous voulez, l'Iran a également utilisé les drones en juin 2020. Je vous rappelle qu'il y a eu une attaque de drones contre une raffinerie saoudienne qui a, on va dire, bloqué économiquement une partie des revenus du royaume saoudien. Et en même temps, vous avez aussi une utilisation massive des drones qui permettent de faire des frappes sur des objectifs ciblés à partir de Yémen sur des infrastructures en Arabie saoudite. Le drone est relativement furtif, il est facile d'utilisation, il n'a pas besoin, si vous voulez, d'une longue période de formation et il répond aujourd'hui à une doctrine d'adaptation que les armées modernes de premier rang, va-t-on dire, aptes à l'engagement de haute intensité, sont capables de mener. En revanche, ce qui est quand même inquiétant, entre guillemets, c'est cette utilisation également des drones. Notamment, on a pu voir des drones, on va dire, bricolés, excusez-moi cette expression, par des Ukrainiens capables de lâcher des projectiles à hauteur des chars russes engagés sur le terrain. Donc, si vous voulez, c'est une technologie lorsqu'il devient performante. D'ailleurs, la semaine dernière, l'armée française vient de se prononcer sur l'acquisition de drones, puisque pour l'instant, elle n'en est pas encore dotée de façon suffisante. Il faut qu'elle fasse évaluer sa doctrine. Et en ce qui concerne les États-Unis et la Russie, c'est aussi un moyen pour eux, qui fait partie maintenant complètement intégrée de la panoplie du matériel militaire déployé sur le terrain et dont on a pu voir certains résultats probants, notamment en ce qui concerne l'engagement en Afghanistan, mais plus récemment, vous avez aussi cet aspect économique du drone qui permet de faire rentrer des devises. Et là, je pense au complexe militaro-industriel turc qui a fait effort sur le développement de ce système d'armes qui aujourd'hui se vend. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un enjeu important aussi sur le plan militaire en termes de doctrine, mais également sur le plan économique, où cela permet au pays, dès que l'appareil, on va dire, est qualifié combat proven, donc qui a démontré ses capacités au combat, d'obtenir de sérieuses ventes à l'international. Très bien. Alors, Sofiane Baroudi, même question. Hein, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que, selon vous, on peut parler d'un changement profond dans les règles de cette guerre conventionnelle? Moi, je pense qu'il y a, si vous voulez, une nouvelle configuration, notamment à la lumière de ce qui est qualifié actuellement de techno-guérilla ukrainienne, c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, une hybridation du conflit. Et pour le cas ukrainien, il y a eu la création d'une cyberarmée carrément de volontaires. Il y a un appel émis à tous les spécialistes et même les amateurs, si vous voulez, du IT ou des hautes technologies pour participer à l'effort de guerre. Et comme M. Pouchelet l'a évoqué, il y a même l'utilisation, si vous voulez, de drones qui sont des drones qu'on trouve dans les commerces, mais qui sont transformés en matériel de guerre, notamment
en ciblant par exemple des matériaux, des systèmes d'artillerie russes ou alors des chars sur le terrain. Il y a aussi, si vous voulez, le mix avec l'utilisation de la technologie Starlink qui vraiment crée une nouvelle configuration de techno-guérilla dans le cas ukrainien. Après, c'est vrai qu'il y a eu d'autres utilisations sur d'autres conflits, mais pour le cas ukrainien, l'utilisation est très massive et donc permet, si vous voulez, autorise de s'inquiéter sur, si vous voulez, le niveau de maîtrise de ce genre de technologie et aussi de leur importance déterminante dans les futurs conflits, éventuellement dans les divers espaces, parce que la plupart des formations militaires actuellement s'intéressent de plus en plus à l'utilisation de ce type de matériaux, notamment de drones et de leur lien avec l'activité satellitaire. Et on en revient finalement aux guerres de 5e génération, avec l'utilisation donc des satellites et de drones, etc. Exactement, les deux dimensions déterminantes, c'est la dimension des connectivités, donc la maîtrise de toute la connexion Internet et de l'activité satellitaire, mais aussi la dimension informationnelle, parce que la guerre en Ukraine a aussi démontré que la guerre sur l'information de masse est très importante. Quand on parle de dimension informationnelle, c'est l'influence sur l'aspect cognitif, sur les perceptions et c'est vraiment nécessaire de maîtriser toute une panoplie, si vous voulez, d'outils de transmission de télécommunications dans les satellites qui permettent aussi d'émettre. Et si vous voulez, il y a une vraie inquiétude sur l'importance que prend cette dimension-là et la dimension des connectivités pour les conflits futurs. C'est très important et j'ai l'impression que le conflit ukrainien a démontré vraiment qu'il y avait un retard parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment par exemple dans la partie européenne. Il y a eu par exemple un ratage du lancement d'une fusée qui a provoqué quasiment un effet de panique chez les milieux d'experts européens par rapport à cette question-là. Par rapport à la question informationnelle aussi, on a eu l'affaire de l'industrie de la désinformation via l'entreprise israélienne qui s'appelle Team George, dans laquelle est empêtré BFM TV. Donc ça crée tout un scandale autour d'une technologie qui est maîtrisée par certains partis qui sont très restreintes, justement. Exactement. Alors messieurs, justement, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran ou même l'Inde consacrent aujourd'hui des milliards de dollars pour leurs projets spatiaux. Washington a même fait l'une de ses priorités. Donald Trump, rappelez-vous, est allé jusqu'à créer la United States Space Force. C'est donc la 6e branche des forces armées américaines. C'était en 2019. Elle regroupe aujourd'hui 16 000 militaires et civils. Manuel Pouchelet, est-ce une course au contrôle de l'espace? Pourquoi est-ce que l'espace est devenu un lieu incontournable pour les armées? L'espace, si vous voulez, permet plusieurs choses. C'est un atout pour celui qui en maîtrise la technologie. Ça permet de voir chez l'adversaire sans être vu ou éventuellement de pouvoir coordonner des opérations sans être présent. Il y a peut-être une information à donner à vos téléspectateurs. Il faut savoir que les drones américains qui ont mené des opérations de par le monde, ils ne sont pas pilotés depuis le théâtre d'opération où ils sont pilotés depuis la Floride, depuis Tampa. Donc autant vous dire que c'est vraiment une maîtrise technologique qui est importante. Mais cette maîtrise technologique ne peut se réaliser qu'avec la présence de moyens spatiaux, où je reviens sur la qualité de la formation des ingénieurs capables de déployer ces technologies, parce que je vous rappelle que l'adversaire, notamment la Russie, ainsi que d'autres pays, sont également éligibles à la brouille des télécommunications. Et là, votre matériel ne peut plus fonctionner, si vous voulez. Donc, la concurrence, on va dire, s'est déclenchée, j'allais dire, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je pense notamment avec tout le travail qui avait été fait par Werner von Braun. Et puis ensuite, vous avez ce qui s'est poursuivi pendant la guerre froide. Vous l'avez évoqué en début d'émission avec Sputnik. Et puis, pensez aussi à la déclaration du président Kennedy en indiquant qu'avant la fin de la décennie, un homme marcherait sur la Lune. Même, vous avez de ce côté-là, on parle de technologie spatiale, vous me parlez de satellites, vous me parlez de télécommunications. Regardez aujourd'hui la concurrence qu'il y a entre les Chinois, les Russes et les Américains, notamment, je pense, à envoyer le premier homme sur Mars, notamment la Chine qui a bluffé tout le monde avec le premier taïkonaute dans des délais relativement courts. Donc, si vous voulez, cette technologie de la maîtrise spatiale fait entièrement partie de l'expression de la puissance. Et aujourd'hui, vous savez très bien que les puissances sont soumises à une forme de défiance. Elles sont obligées de justifier leur rang de puissance et notamment la parfaite technologie de la maîtrise, on va dire, satellitaire en fait partie. Les Européens ont encore un petit peu de mal à s'entendre, même s'ils ont un outil qui est performant au travers de l'European Space Agency. Et vous l'avez évoqué
évoqué aussi avec la réorganisation des forces armées, ou même en France maintenant, nous avons l'armée de l'air et de l'espace. Force est de constater que c'est un secteur qui est aujourd'hui une composante complètement intégrée dans les armées modernes et pour lequel le recrutement est de plus en plus pointu. Mais finalement, Emmanuel Macron avait annoncé le lancement de l'armée de l'air et de l'espace, c'était également en 2019. Tout à fait, Monsieur Macron. Je rappelle que la France est membre de l'OTAN. Donc, si vous voulez, vous commencez à avoir une forme de conformité des armées qui sont membres de cette alliance. D'autres armées suivront, mais je permets surtout d'insister sur le fait que peu de nations sont éligibles, on va dire, à cette maîtrise technologique, où pour en bénéficier, il vous faut, excusez-moi, non seulement les chercheurs, mais également les personnes capables de les mettre en œuvre. Donc, si vous voulez, c'est une technologie qui fait partie complètement de la panoplie de l'expression de puissance. D'ailleurs, Monsieur Modi avait, il y a quelques années, envoyé un système d'attaque contre des satellites éventuellement ennemis, avec la possible destruction. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est relativement sérieux, où les États pensent notamment à travailler. Sans la maîtrise spatiale, je reviens à ce que je vous expliquais tout à l'heure avec cette fameuse numérisation de l'espace de bataille, vous ne pouvez plus mener une guerre et des opérations correctement. Aujourd'hui, tout doit être interopérable et, excusez-moi l'expression, interconnecté. Très bien. Alors, Sofiane Baroudi, est-ce que on en revient donc aux États-Unis avec leur armée de l'espace, leur United States Space Force. Est-ce que ce ne serait pas une politique de dissuasion justement des États-Unis pour éviter de se faire devancer par leur principal adversaire, à savoir les Russes ou les Chinois? Je pense que ça a été clair dans l'évolution historique de ce qu'on appelle la conquête de l'espace, une volonté vraiment de toutes les parties de créer une situation hégémonique. Et les États-Unis, ils sont parvenus, si vous voulez. Après, il y a un problème qui se pose, c'est aussi les opérateurs privés, notamment via le personnage d'Elon Musk et aussi des entreprises tout autour, et le concept des constellations satellitaires qui pose vraiment un problème de souveraineté, parce qu'il y a certains États qui ne sont pas d'accord pour qu'il y ait un déploiement de constellations satellitaires. Et donc, il y a aussi un problème, si vous voulez, de politique autour de ça. Et ça implique aussi, si vous voulez, une course vers la conquête de l'espace, parce on annonce une explosion du nombre de satellites d'ici une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'à peu près tous les acteurs géopolitiques sont très intéressés par ça et déploient des efforts considérables en termes de formation, en termes de financement, en termes d'investissement pour avoir un maximum de constellations satellitaires éventuellement et pour avoir, si vous voulez, la connectivité la plus parfaite possible, justement pour faire face à des situations de conflit éventuels, parce que c'est la première application, en plus de l'économie. Très bien. Emmanuel Pouchelet, l'espace est également une zone de transit d'objets. Un missile balistique, par exemple, transite par l'espace. Donc, toute puissance qui dispose de missiles de cette nature dans son arsenal, est-ce qu'elle pourrait utiliser donc l'espace à des fins militaires ? Oui, bien sûr, tout à fait. De toute façon, l'envoi du missile balistique est soumis à plusieurs règles, on va dire déjà d'engagement sur le plan juridique. Attention, on n'envoie pas un missile balistique comme cela. Et puis ensuite, oui, il vous faut la parfaite maîtrise, puisque vous pouvez, bien sûr, par des systèmes très perfectionnés, tenter de le détruire ou de détourner la trajectoire. Maintenant, je voulais juste revenir sur un petit point qui vient d'être évoqué par votre journaliste en plateau. Je rappelle que le système Starlink est aussi un système 100% GAFAM, où les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook et Microsoft, souhaitent être complètement indépendants des États en termes de fonctionnement, notamment pour la sécurité de leur système d'information, où ils considèrent qu'il n'y a pas l'exigence que les systèmes actuels proposent. Et vous avez également la mise en place de câbles sous-marins complètement indépendants qui participent aussi à cet effort. Donc vous voyez finalement, pour reprendre le cours de la question que vous m'avez posée, les missiles balistiques fonctionnent certes avec la technologie spatiale et d'autres technologies, qu'on soit bien d'accord, mais si vous voulez, cette maîtrise technologique requiert dans un premier temps une parfaite maîtrise avec des personnels formés et également, et ça on oublie souvent de le dire, une doctrine d'emploi. Et c'est là qu'on peut confronter, si vous voulez, l'approche russe, l'approche chinoise et l'approche américaine qui, on peut le penser, sont assez proches, mais finalement, il faut penser aussi au concept de qui frappe en premier. Et c'est là que s'invite, excusez-moi, cette problématique où finalement ces trois États, ces trois détenteurs, ainsi que la France d'ailleurs, ne sont pas forcément d'accord et c'est là qu'il y a l'effet de surprise. Ne l'oublions pas, la dissuasion nucléaire, c'est la paix par la peur.
Voilà. Le général de Gaulle avait dit en son temps, c'est la capacité pour la France d'arracher un bras à son adversaire. Très bien, Sofiane Baroudi, alors avec les bouleversements géopolitiques que connaît le monde actuellement, la militarisation et l'arsenalisation de l'espace sont-elles des réalités militaires ? Moi, je pense que ouais, c'est vraiment une réalité parce qu'il y a une course, déjà une course à l'armement indéniable, mais aussi une course à la maîtrise technologique et scientifique qui est claire. C'est-à-dire qu'il y a même eu une confrontation politique, notamment entre la Chine et les États-Unis, sur cet aspect-là, sur la maîtrise technologique et scientifique. Et ça va durer, à mon avis. Il y aura une projection à l'avenir. C'est-à-dire qu'il va y avoir une utilisation militaire de la technologie et de la science, qui a été le cas depuis le départ déjà, de toute façon. C'est indéniable. C'est indéniable, c'est un fait historique, si vous voulez. Manuel Pouchelet, la maîtrise de l'arme nucléaire et de la technologie spatiale font-elles d'une nation une grande puissance selon vous ? Oui, on a eu quelques déclarations historiques. Je ne sais plus qui en avait parlé, mais on ne négocie pas avec une puissance nucléaire de la même façon qu'avec une puissance qui ne l'a pas, si vous voulez. Maintenant, attention, soyons prudents. Je rappelle que c'est un peu la paix par la peur. Et ensuite, il y a aussi cette puissance nucléaire. Il faut savoir que c'est la dissuasion. Qui dit système de dissuasion veut dire, notamment concernant la France, là je vais parler de l'armée que je connais bien pour y avoir servi. Vous avez la Marine nationale avec des sous-marins à la mer. D'ailleurs, M. Macron a envoyé des sous-marins supplémentaires à la mer. Et puis également, les capacités d'emport au niveau de l'aviation. Alors qu'avant, par exemple, dans l'armée française, vous aviez également l'armée de terre qui était détenteur de l'arme atomique ou nucléaire. Maintenant, si vous voulez, c'est un moyen pour les pays d'affirmer leur puissance. Vous avez aussi un autre exemple qui est l'Iran, qui cherche par tous les moyens à se doter de cette arme nucléaire, notamment pour dissuader ses voisins et ses ennemis. Quelque part, c'est une forme aussi d'affirmer sa puissance, mais aussi de renforcer ses capacités de dialogue ou de non-dialogue. Maintenant, n'oublions pas, l'arme nucléaire, c'est la paix par la peur, c'est une arme qui est dissuasive et qui, psychologiquement, sur la population, a un effet très important, si vous voulez. On a en souvenir les conflits et l'emploi de cette arme, notamment sur Hiroshima et Nagasaki, lors du deuxième conflit mondial. C'est une arme qui fait peur, qui fait réfléchir, mais qui fait malheureusement partie des composantes de la négociation. Sofiane Baroudi, un dernier mot avant de clore cette émission. Je pense que c'est nécessaire, justement, comme l'a dit notre invité à plusieurs fois, de se concentrer sur la formation et sur l'actualisation des cadres, notamment dans la recherche scientifique et technologique, parce que c'est un aspect qui est déterminant à l'avenir. Très bien, merci. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à mes invités d'avoir répondu présent ce soir. Manuel Pouchelet, spécialiste des questions internationales et sécuritaires. Merci encore une fois. Merci, madame. Sofiane Baroudi, journaliste à 24 News, spécialiste des questions internationales. Merci d'être toujours présent. Merci beaucoup. Là. Madame, monsieur, très bonne soirée. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau décryptage dans Interreview.